Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de l'année. Je suis en compagnie de Guillaume Maison. Guillaume qui est un entrepreneur, le président de l'association Inou, mais surtout le créateur et le fondateur de Ruraltech. L'idée de cette petite interview vidéo, c'est qu'on puisse échanger ensemble sur le digital divide, à savoir la fracture numérique entre les grosses et les petites communes. Merci Guillaume d'accepter ce petit entretien. Merci à toi. Première question, traditionnelle première question pour nous, est-ce que tu peux nous définir selon toi ce qu'est le numérique ? Très vaste question. Le numérique, pour moi, c'est un nouveau moyen pour faire progresser l'humanité, comme d'un point de vue économique, mais aussi et surtout peut-être d'un point de vue humain. Ça permet de nouvelles dimensions pour relier les gens. Le numérique, pour moi, c'est avant tout un outil au service de l'humain et du lien humain. Quel que soit ce lien, du lien social, du lien politique, du lien économique, mais c'est un nouveau levier comme ont pu l'être effectivement toutes les économies basées sur le pétrole, les voitures, etc. Alors je le disais en début de vidéo, et c'est aussi l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est surtout le fondateur et le créateur du Ruraltech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors Ruraltech, pour la petite histoire, c'est né à l'époque de toute cette vague de labellisation de métropole French Tech. Et or, il se trouve que moi, j'habite à Agen, qui est une commune, une agglomération, la préfecture du Lot-et-Garonne, un département rural qui est coincé entre Bordeaux et Toulouse. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le numérique resterait l'apanage de ces grandes métropoles? Je voyais, moi, dans mon territoire, il y avait des mouvements qui commençaient à naître autour du numérique et du digital, dans les usages aussi de ces technologies numériques. Et puis, je me dis, mais j'ai choisi de vivre en province, j'ai choisi de vivre à Agen, dans un territoire rural. Je me suis dit, les territoires ruraux, ils ont des compétences, ils ont des talents entrepreneuriaux, et le numérique permet d'exploiter, de faire un levier pour ces talents entrepreneuriaux, même dans les territoires ruraux. Et est venu tout d'un coup le terme de Ruraltech en disant, oui, les territoires ruraux ont le potentiel, ont les talents pour devenir des territoires ruraux modernes avec le numérique, qui utilisent le numérique comme levier de développement pour leur tissu économique, social, politique, bref, tout ce que j'ai dit. D'accord, alors la question qu'on peut se poser, c'est alors pour pallier à cette fracture numérique, comment est-ce que le Ruraltech va permettre de pallier à cette fracture ? Comment est-ce qu'aujourd'hui le Ruraltech il va nous permettre de voir le numérique sous un autre angle ? Est-ce que c'est une nécessité pour les petites communes ou dit du milieu rural de s'atteler au numérique, ou c'est réservé uniquement aux grandes métropoles ? Non, ça devient une nécessité pour les territoires ruraux. On a vécu dans la deuxième moitié du XXe siècle un exode rural massif vers ces grandes métropoles. Le numérique, pour l'instant, quand on est dans des territoires ruraux, on voit que ça s'agite beaucoup entre guillemets dans les grandes villes. Bordeaux, Toulouse sont des écosystèmes, je ne parle même pas de Paris, sont des écosystèmes très vivants, et c'est l'information qui nous arrive, elle vient quasiment exclusivement de ces métropoles. Or, je pense que pour la survie de toute la ruralité, pour le fait que les territoires ruraux ne deviennent pas des déserts sociaux, des déserts économiques, il est important qu'ils s'emparent de ce levier comme outil de développement de l'espace rural, du territoire rural, pour créer de nouveaux liens, pour augmenter les liens qui existent déjà, pour augmenter les tissus économiques aussi, puisque le numérique présente cette incroyable opportunité de faire baisser beaucoup de barrières à l'entrée pour créer des entreprises, pour développer des projets, même des projets associatifs. L'entrepreneuriat n'est pas réservé au monde de l'entreprise, c'est aussi, on peut être président d'une association et développer un projet sur le territoire qui utilisera le numérique comme levier de développement. Alors là, de façon très concrète et de façon très pragmatique, qu'est-ce que le numérique va permettre de faire ? Qu'est-ce que le Ruraltech va permettre de faire plutôt ?
Alors, le Ruraltech, en fait, c'est une démarche, c'est un programme que j'ai élaboré, qui est encore en cours d'élaboration, mais qui est déjà amorcé quelque part avec Inou, qui est la construction dans les territoires ruraux d'écosystèmes entrepreneuriaux dans l'économie numérique. C'est-à-dire l'objectif de Ruraltech, c'est d'accompagner les territoires ruraux, les collectivités aussi, mais en même temps les tissus économiques et les entreprises, en disant on va vous mettre en place des institutions, on va vous mettre en place des éléments qui vont permettre de créer un véritable écosystème pour exploiter le numérique, pour faire en sorte que le numérique rentre dans les territoires et devienne une constituante de l'économie et une constituante politique aussi, à l'égard par exemple des élus, à l'égard des collectivités aussi, du milieu associatif. Ça va devenir un nouveau vecteur de développement des territoires ruraux au travers du tourisme aussi. Le numérique et le tourisme ont beaucoup à voir. Et donc c'est vraiment l'idée d'accompagner ces territoires à créer leurs propres écosystèmes sur la base de leurs spécificités, tout en se disant, voilà, il va quand même falloir avoir des espaces de formation, des filières de formation aux outils numériques. Il va falloir aussi trouver du capital. Si on veut développer l'aspect économique par le numérique, il va falloir trouver du capital, des gens pour investir dans des talents entrepreneuriaux locaux qui auront leur réseau, qui auront tout un réseau sur lequel s'appuyer localement et se développer. Et en espérant, bien évidemment, en multipliant ces initiatives et ces écosystèmes ruraux, pourquoi pas de trouver des startups qui iront beaucoup plus loin. Alors, quel est le rôle du politique vis-à-vis de Ruraltech? Alors, comment est-ce que toi tu vois les choses? Avant tout, Ruraltech, c'est une aventure humaine. L'esprit Ruraltech, construire un écosystème, c'est avant tout une aventure humaine qui doit être portée par les entrepreneurs. Et le politique, il doit venir en soutien de ces entrepreneurs. Développer un écosystème, c'est un véritable projet. C'est un projet entrepreneurial. Et là, en tant que président d'Inou, je peux en parler. Je sais que Inou n'aurait pas pu exister sans le soutien des politiques. Dans un territoire rural, plus de 60% des flux financiers, parce que l'argent reste quand même le nerf de la guerre, plus de 60% des flux financiers sont quand même portés par les collectivités. Et donc, c'est piloté par les élus. Donc, le développement d'un tel écosystème en territoire rural doit être accompagné et soutenu par les élus au service d'entrepreneurs qui seront engagés sur leur territoire. Jusqu'où va les frontières du politique selon toi dans cette acculturation, dans ce déploiement de Fab Lab, d'incubateurs, d'espaces de coworking que proposerait Ruraltech? Le rôle du politique, c'est, si on regarde à l'échelle de territoire et de collectivités, ils ont une vision assez large du territoire et ils sont en capacité de proposer tout un ensemble de ressources comme le réseau. Ils ont souvent des visions beaucoup plus larges que les entrepreneurs qui en est dans le guidon et ils vont être capables de mettre en relation des gens qui vont pouvoir créer une communauté. C'est ce qui s'est passé avec Inou, où le président du conseil départemental a réuni un ensemble d'acteurs autour du numérique en leur disant qu'il faudrait qu'on puisse faire quelque chose au niveau du Lot-et-Garonne. Et c'est de là qu'est né Inou. Ensuite, à partir du moment où il a eu dit ça, ce sont les entrepreneurs qui ont porté Inou, qui ont réfléchi Inou, qui ont pensé et qui ont construit Inou avec le soutien du département et avec le soutien des agglomérations. Donc, que ce soit en finançant des événements, en apportant du réseau, en apportant de l'aide, des soutiens logistiques, en se faisant écho de ce qui se réalisait. Et par exemple, là, l'actualité aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne et à Agen, sur 2017, ça va être la création d'un campus numérique qui se basera dans des locaux du département. Et c'est tout un collectif qui mélange des collectivités, des administrations, des entrepreneurs, une école d'informatique. Bref, c'est un véritable partenariat public-privé qui est en train de se construire. Et
Alors moi juste, pardon je te coupe, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Par contre dans le cadre de la tournée du numérique, et je l'explique dans le livre, j'ai rencontré surtout un start-upper qui comme tout start-upper va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires dès le mois prochain. Enfin bref, une envie folle et une énergie considérable au service de sa boîte dans une commune en France, et il s'est fait refuser l'accès à l'incubateur parce qu'il n'avait pas assez de moyens financiers pour pouvoir payer le nombre de mètres carrés, la fibre, la disposition à café, etc. Enfin tout ce qui peut englober le service qu'aujourd'hui qu'un incubateur peut proposer. Comment est-ce que toi tu peux pallier à cette envie, un mec qui est jeune start-upper, enfin pas forcément jeune, mais qui est start-upper, qui a envie de créer sa boîte, qui a envie de faire quelque chose, mais qui derrière n'a pas les ressources suffisantes pour pouvoir payer ce type de mètres carrés, tous les services qui vont avec. Lorsqu'on démarre une entreprise, notamment en termes de start-up, on est vraiment focalisé quasi exclusivement sur les moyens de production. Produire son premier POC, Proof of Concept, ou bien son premier MVP. On peut tout à fait envisager que justement les collectivités qui disposent souvent d'un foncier assez conséquent puissent passer une convention avec un incubateur ou directement avec la start-up en disant bon, on peut vous mettre à disposition pendant une durée déterminée un faible coût, un faible loyer ou juste en payant les fluides, l'eau, l'électricité, le gaz et l'accès Internet. Et peut-être, pourquoi pas, en contrepartie, on imagine une contrepartie qui va être dans la stratégie de la petite commune, par exemple, par rapport à l'insertion dans le tissu associatif pour former au numérique, pour apporter des choses en matière de numérique à la commune ou aux habitants, ou ce genre de choses. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de règles très précises, mais je pense que il faut que ce soit un accord gagnant-gagnant entre les territoires et les porteurs de projets. Une petite commune peut avoir un espace qu'elle pourra mettre à disposition de la start-up tout en lui demandant peut-être de co-animer ou de participer à un espace de coworking qui pourrait disposer aussi d'un guichet de la Poste ou d'une petite épicerie ou de quelque chose où il y aurait une plus-value et qui ferait vivre des cœurs de village. Moi, je suis élu d'une petite commune de 800 habitants. Je pense qu'il y aurait une plus-value énorme et ça pourrait faire revivre aussi des cœurs de village qui quelquefois sont un petit peu vides parce que les bassins économiques, c'est la grande ville, etc. et qui pourraient remettre une partie de vie. De l'attractivité, voilà. de l'économie. Ceci dit, ça n'exempte pas non plus que les territoires soient en capacité d'investir aussi financièrement dans les projets portés par des gens de leur territoire. Ce qui veut dire que dans l'écosystème Ruraltech aussi, dans les écosystèmes portés par Ruraltech, il faut que les territoires soient aussi en mesure de développer des filières d'investissement locales avec des entrepreneurs connus et reconnus localement pour leur action, pour tout ce qu'ils font, pour le fait qu'ils aient développé leur entreprise localement. Un écosystème de ce type ne va pouvoir fonctionner encore une fois que sur la relation humaine, que sur le lien humain. Et il faut que tous ces entrepreneurs dans les tissus économiques de ces territoires ruraux comprennent que c'est aussi par leur engagement, peut-être parfois bénévole, pour accompagner ces porteurs de projets, c'est de donner, de partager et faire en sorte que ces porteurs de projets, ceux qui auront réussi, qui se seront maintenus, soient aussi en capacité plus tard de rendre et de repartager leur expérience. Et c'est en mettant en place ce cercle vertueux avec des capacités d'investissement aussi, en créant peut-être des petits fonds de business angels ou de choses comme ça. Mais tout ça, ça s'organise, c'est des process qui existent déjà, c'est des méthodes de construction qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. Donc voilà, il suffit simplement de le faire savoir et de donner envie aux gens de créer une communauté. Et le numérique n'est qu'un moyen pour développer ça. Alors moi j'en profite pour faire passer une idée qui a été élaborée dans mon tour de France du numérique, et j'en profite que Guillaume soit avec nous dans la construction de son projet. Il faut aussi, à mon sens, que l'on puisse inviter, que ce soit dans les écoles, dans les lycées, dans les clusters, dans les campus, dans les accélérateurs, dans les incubateurs, des entrepreneurs qui ont échoué.
Tout ça dans quel but? De désacraliser le succès et de relativiser l'échec. Il nous faut des success stories, mais il nous faut en même temps des personnes qui nous expliquent « Ok, moi j'avais toutes les chances de réussir, j'avais toutes les chances de créer de l'économie, j'avais toutes les chances d'embaucher des dizaines et des centaines de personnes, mais voilà pourquoi j'ai échoué. Et mon échec aujourd'hui est une réussite. » Et c'est ce qui manque à mon sens particulièrement aujourd'hui en France, c'est qu'on est trop dans on regarde de loin et dès qu'il réussit, on l'applaudit du bout des doigts, mais avant qu'on l'applaudisse du bout des doigts, il faut d'abord qu'il ait prouvé quelque chose. Aux États-Unis, c'est l'idée numéro 8 ou 9 du livre, il est recommandé de créer 3 startups avant qu'il y en ait une qui fonctionne. 3 startups. Et en attendant, les banques continuent de faire confiance. Ils ne sont pas fichés aux États-Unis. Bien que ça a été fait depuis 2 ans par Fleur Pellerin, elle a supprimé l'indice bancaire qui permet de flécher les personnes qui ont été en situation d'échec pour pouvoir à nouveau faire confiance, mais ce n'est pas assez suffisant. Donc si je peux me permettre un modeste conseil dans tout ça, il faudrait que tu puisses inclure, inviter des mecs qui avaient toutes les chances de réussir mais qui se sont plantés. Pourquoi ils se sont plantés? C'est exactement ce que je disais, hein. C'est-à-dire que pour caricaturer, mettons que vous avez 10 startups ou 10 entreprises qui sont accompagnées, globalement en moyenne à peu près, hein, il y en a une qui va vraiment exploser, qui va vraiment avoir un succès presque insolent, mais qui va réussir. Mais sur ces 10-là, vous en avez peut-être 7 qui vont échouer. Mais globalement, en prenant les réussites et les échecs, vous allez avoir peut-être 7 entrepreneurs qui auront acquis une expérience, qui auront acquis des compétences. Peut-être que ça n'aura pas marché, mais ils auront fait, ils auront agi, ils auront développé quelque chose, ils auront rencontré du monde. Et ces gens-là, il faut être en capacité de les remettre aussi dans le circuit entrepreneurial, que ce soit effectivement en allant visiter des écoles, en faisant des conférences, mais aussi en leur remettant le pied à l'étrier. Soit ils recréent une nouvelle entreprise, soit ils intègrent une nouvelle entreprise. Et là, pour moi, ça participe de la pollinisation des savoirs, de la pollinisation de l'innovation, puisque quand on est dans la dynamique startup, on est dans de l'innovation. Et ça, c'est très important, même pour les territoires ruraux, même si un entrepreneur de startup redevient un salarié dans une entreprise classique, il va polliniser le numérique. Il va polliniser de nouveaux usages. Son expérience. Et ça fait partie des institutions à mettre en place dans ces écosystèmes rural tech. C'est-à-dire qu'il faut à un moment organiser la mobilité aussi des gens, et la mobilité bien évidemment des capitaux, mais aussi la mobilité de ces entrepreneurs, de ces compétences au sein du tissu économique, au sein des acteurs du territoire. Et ça fait partie des éléments clés de la réussite d'un véritable écosystème. Très bien, merci Guillaume en tout cas de nous avoir expliqué un petit peu plus en détail ce qu'était le Rural Tech. Donc si on a bien compris, c'est cette année que tout va se jouer aussi sur la finalité du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker si cette dernière vous a plu. Sinon, quant à moi, on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle vidéo avec un nouveau Tech Champion. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Tout sera dans les liens de la barre de la description. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.